Bonjour monsieur, dames, ici Éric Leray pour l'émission Occident. C'est la rentrée, donc j'espère que vous allez bien, surtout la santé. Donc on reprend de temps en temps des émissions Occident et puis bientôt écologie aussi. Il y a plein de sujets, c'est toujours passionnant de réfléchir sur l'environnement, mais là on parle des valeurs occidentales, c'est pour ça que j'ai appelé mon émission Occident. C'est pour parler des valeurs occidentales qui sont associées à la liberté individuelle, la liberté de conscience et bien sûr, avoir accès à de l'information, de la vraie information. C'est un peu la vocation de Lux Media depuis plusieurs années, de nous aider à, disons, se réinformer. Alors là, un invité qu'on connaît, que j'invite régulièrement, c'est Guy Millière. Bonjour Guy Millière. Bonjour. Bonjour, alors vous êtes de la trempe d'un Jean-François Revel ou d'un Raymond Aron, disons-le. Vous êtes économiste, géopoliticien, philosophe, spécialiste de l'Amérique, de la Russie, de l'Europe de l'Est, de l'Orient, d'Israël et des pays musulmans, de l'Asie aussi. Je me rappelle aussi sur la culture du Japon et de la Chine. Vous avez une expertise diverse. Et vous avez écrit beaucoup d'ouvrages sur Bush, sur Obama et sur Trump. Et le dernier livre que vous avez écrit, c'est À l'après la démocratie, parce que vous êtes inquiet de ce qui se passe, aux États-Unis. Alors, au lieu de commencer par les États-Unis, j'aimerais qu'on commence par la France, parce que vous préparez un ouvrage qui va bientôt sortir, Y a-t-il quelqu'un pour sauver la France, donc aux éditions Liberté numérique. Et vous avez commis plusieurs articles, donc on va essayer de les regrouper. En particulier, quand il y a eu les émeutes, et vous parlez de la France comme une période de déliquescence irréversible. Est-ce que vous pourriez nous en parler en quelques mots? Oui, tout à fait. Je dirais que la France est effectivement dans une situation qui me consterne. J'aimerais que les choses soient très différentes et j'aimerais ne pas avoir à être consterné. Mais de facto, la France est dans une phase de déclin très profond que beaucoup de gens ne perçoivent pas parce que simplement le déclin est relativement lent et donc ce n'est pas quelque chose de brutal, mais le niveau de vie des Français est en baisse d'une manière très très nette. La paupérisation du pays est elle-même très nette. Et je dirais que économiquement, la France ne va pas bien du tout. Et je dirais que si vous regardez ce qui vient de se passer en France autour de la question des restaurants du cœur, vous comprenez immédiatement qu'il y a un très, très grave problème découlant de la paupérisation du pays. Bernard Arnault, l'un des milliardaires français, a donné beaucoup d'argent au Restaurant du Cœur. D'autres dons se font, mais il y a beaucoup de Français qui ne mangent pas à leur faim en ce moment. Il y a un problème de famine, il y a un problème de malnutrition, il y a des gens qui travaillent et qui ont des salaires extrêmement bas. Il y a des gros problèmes pour beaucoup de gens pour trouver des logements. La France est un pays en grave difficulté actuellement. Pour comprendre, il suffirait de regarder certains chiffres que j'ai regardés récemment. Je ne les mets pas dans le livre, mais je les ai regardés récemment. Si vous regardez le produit intérieur brut par tête de la France en 1980, vous pouvez voir, c'est pas il y a si longtemps, c'est il y a 40 ans. Donc, vous pouvez voir que le produit intérieur brut de la France était à peu près équivalent, produit intérieur brut par habitant, à celui des États-Unis. Si vous regardez les chiffres 20 ans plus tard, vous voyez que la France a décroché assez nettement, puisque le produit intérieur brut par tête de la France est de 30% inférieur à celui des États-Unis. Donc, en l'espace de 20 ans, la France a décroché de 30% par rapport aux États-Unis. Si vous regardez les chiffres aujourd'hui, si vous regardez les chiffres en 2022, vous voyez que le produit intérieur brut par tête en France est équivalent à la moitié de celui des États-Unis. Je dirais que si, puisque je vis aux États-Unis, si j'avais les revenus que j'avais en tant que professeur d'université en France,
aux États-Unis, je serais considéré comme un pauvre. Euh, voilà la réalité des choses. Et cela ne signifie pas que les prix en France sont plus bas qu'ils sont aux États-Unis. Non. Les prix en France sont au contraire plus hauts parce que vous avez la TVA, vous avez différentes taxes, vous avez le prix de l'électricité. La France est un pays en très mauvais état et j'ajoute à tout cela que la France est un pays dans lequel vous avez une immigration venant d'Afrique et venant du monde musulman d'une manière générale qui est très forte. Et je dirais que le fait est que quand bien même un certain nombre de musulmans s'intègrent, beaucoup ne s'intègrent pas et beaucoup arrivent en gardant la mentalité qu'ils avaient dans leur propre pays, la culture qu'ils avaient dans leur propre pays, ce qui explique la très grande quantité d'agressions, de crimes divers qui existent en France et ce qui explique ce qui ne se trouve jamais dit en France ou quasiment jamais parce que les statistiques de ce style sont interdites mais elles existent ailleurs. Les prisons françaises contiennent en moyenne à peu près 70% de musulmans. Même s'il y a une population musulmane importante en France, elle ne représente pas 70%. Donc vous avez un décalage entre la proportion de gens arrivant du monde musulman au sein de la population française et la proportion de gens venant du monde musulman qui sont dans les prisons françaises. La France est dans une situation absolument catastrophique. Le seul candidat, j'ai des réserves vis-à-vis de certaines de ses propositions, mais le seul candidat qui ait essayé de mettre les choses sur la table sur ce plan, lors de la dernière élection présidentielle, a été Éric Zemmour. Il a obtenu 7% des voix. Si je regarde le discours qui est tenu par quasiment tous les hommes politiques aujourd'hui en France, ce discours est un discours qui passe à côté de la réalité des problèmes. Il y a eu des débats autour de l'abaya portée à l'école récemment, mais je dirais qu'on parle de l'abaya, on parle du vêtement musulman que des jeunes femmes veulent porter en allant à l'école. On ne parle pas de ce qu'il y a derrière l'abaya. Ce qu'il y a derrière l'abaya, c'est l'islamisation du pays. Et ça, on ne veut pas en parler, et on ne veut pas parler de ses conséquences. Vous, L'islamisation du pays est un point qui se rajoute à ce que j'ai dit sur l'économie, mais fondamentalement, l'économie est dans une situation catastrophique. Si vous est-ce que regardez les c'est, chiffres, est-ce que, la France est le pays du monde qui a les prélèvements obligatoires les plus élevés, et la France est le pays du monde où les dépenses gouvernementales sont les plus élevées. alors, est-ce que justement, c'est pas la place de l'État qui est beaucoup plus importante? C'est une tradition qui remonte à Louis XIV, mais est-ce que c'est toujours le problème? Parce que la plupart des partis, comme vous l'avez dit, sont plutôt des partis étatistes et ils ne proposent pas des solutions passées par l'État, alors que peut-être il faudrait peut-être moins d'État, ou comme disait Bastia, un État garantissant les libertés et non pas gérant les libertés. Est-ce qu'il y a une autre... Est-ce que vous croyez que ce serait possible de développer un programme politique autour des valeurs de Frédéric Bastiat, mais qui parlerait d'un État beaucoup moins présent, quoi? Je pense que ça devrait être possible, cela a été fait. J'ai travaillé longtemps avec un homme politique qui a toujours mon estime et mon amitié, et qui est Alain Madelin. Malheureusement, Alain Madelin, comme je lui ai dit en toute amitié, est quelqu'un qui avait les bonnes idées, mais pas dans le bon pays. Je pense que la France est un pays qui est relativement hermétique aux idées libérales. La France est un pays dans lequel l'étatisme et le socialisme sont très ancrés. Et je dirais que l'étatisme et le socialisme expliquent très, très largement la situation française actuellement. Et je dirais que pourquoi est-ce que je suis pessimiste par rapport au futur? Tout simplement parce qu'il est quasiment impossible d'expliquer à la population française les problèmes réels
auxquelles la France se trouve confrontée. C'est impossible parce que le secteur de l'enseignement est un secteur qui est complètement tenu par des gens qui ont des idées étatistes, socialistes ou gauchistes, et parce qu'il en est de même dans le secteur médiatique. Si je regarde ce qui se dit dans les médias français, je vois qu'il est strictement impossible de parler des problèmes réels posés par l'immigration et par l'islamisation du pays. Je vois que proposer des solutions économiques libérales vaut immédiatement de se trouver défini comme ultra-libéral. Et être ultra-libéral, c'est être quasiment un fou. Je vois que lorsqu'il s'agit d'évoquer des pays où les choses marchent mieux qu'en France, on, ne, on se trouve immédiatement censuré. Je dirais qu'actuellement, l'administration Biden est une administration très très mauvaise, qui fait beaucoup de choses très mauvaises aux États-Unis, mais malgré tout, les États-Unis sont un pays qui se porte mieux que la France. Mais il est absolument impossible de dire la vérité sur le fonctionnement américain en France. Je dirais que quand on veut remédier à une situation, regarder des pays où les choses se passent mieux et prendre exemple sur ces pays pourrait être une façon d'avancer vers une réponse. Mais ce n'est pas du tout ce qui se fait en France. Alors, je voulais finir sur la France avec la dimension internationale, parce que je voulais aborder l'Europe et l'Ukraine. Mais il y a aussi, vous avez fait un article sur la fin de la présence française en Afrique. On l'a vu, différents coups d'État en Afrique. Là, je voulais avoir votre opinion sur ce qui se passe. Est-ce que c'est un coup des Russes, des Chinois, des Iraniens? Est-ce qu'il y a une tentative effectivement disons de faire échouer et de virer la France d'Afrique? Je dirais que la France ne s'est pas toujours très bien comportée en Afrique. Je dirais qu'il y a eu des clientélismes politiques et économiques pendant des années. J'y ai été confronté d'une manière directe il y a maintenant un peu plus de 20 ans. J'ai travaillé avec le président du Congo-Brazzaville, Pascal Lissouba, et Pascal Lissouba vendait du pétrole, le pays vendait du pétrole à la France, et il devait le vendre à un prix qui n'était pas le prix du marché, à un prix qui était inférieur au prix du marché. Pascal Lissouba a essayé de se tourner vers des entreprises pétrolières américaines. La France lui a réservé un coup d'État et et l'a renversé pour mettre en place quelqu'un qui était prêt à travailler avec la France et à accepter les conditions de la France. Et ce quelqu'un a été installé au pouvoir. Donc la France n'a pas été du côté de la démocratie et de la liberté dans la plupart de ces pays. Et donc la France a une culpabilité certaine. À cette culpabilité de la France s'est rajoutée la propagande russe et en partie la propagande chinoise. Et donc les populations ont été poussées par cette propagande à vouloir chasser la France. Et c'est ce qui est en train de se passer. Je dirais que on approche petit à petit de la fin de la présence française en Afrique. Il reste la présence française dans quelques pays comme la Côte d'Ivoire et le Sénégal, mais je ne suis pas certain que cela va durer encore très longtemps. Je pense qu'au sein de l'Afrique qui a été colonisée par la France, la présence de la France est devenue précaire. La présence de la France est perçue comme une présence néocoloniale. La présence russe ou la présence chinoise ne valent pas mieux. Le comportement des Russes et le comportement des Chinois est lui-même un comportement néocolonial, mais je dirais que la Russie et la Chine surfent d'une certaine manière sur la vague anti-française, l'accentuent pour prendre la place de la France. C'est ce qui est en train de se passer en ce moment. Alors au niveau européen, bon, on a vu que Macron a donné de l'argent, plus d'1 milliard, alors qu'il n'a pas d'argent pour les écoles ou pour d'autres choses. Est-ce que vous croyez positif d'aider l'Ukraine tel que ça se fait?
Et vous parliez dans un article que la défense européenne est un fantasme délétère. Donc, a-t-on encore besoin de l'OTAN? Parce qu'il y a aussi un sentiment, on va parler après des États-Unis, mais il me semble qu'il y a une coexistence d'un sentiment en même temps anti-américain, donc contre l'OTAN, puis en même temps, la défense, ben, les gens n'investissent pas dans leur armée. Et est-ce que l'aide à l'Ukraine est suffisante ou est-ce qu'il faudrait l'aider plus? Bon, commençons par l'OTAN. Je dirais que l'OTAN est la structure de défense de l'Europe. Les gens qui refusent l'OTAN sont des gens qui me paraissent tenir des raisonnements absolument insensés. Depuis des années et des années, depuis même des décennies, les pays européens dépensent bien trop peu pour leur armée et pour leur défense. Et donc l'Europe est sous le parapluie de la défense américaine. La défense américaine est la force principale au sein de l'OTAN. Donc, de facto, la défense de l'Europe est assurée par les États-Unis et les pays qui sont dans l'OTAN travaillent en coopération avec les États-Unis. Se passer des États-Unis, se passer de l'OTAN, cela voudrait dire s'appuyer sur les armées des pays européens telles qu'elles sont aujourd'hui. Or, ces armées sont dans l'incapacité quasiment totale d'assurer la défense de leur propre pays. Sans l'OTAN, sans la puissance américaine, l'Europe est démunie en termes de défense. Donc je ne sais pas ce que les ennemis de l'OTAN veulent exactement. Je ne sais pas s'ils veulent la soumission à la Russie, s'ils veulent la soumission à l'Iran, s'ils veulent la soumission à la Chine. Mais je dirais que si ce n'est pas ce qu'ils veulent, ce qu'ils font ressemble à la volonté d'aller dans cette direction et cela me paraît très pervers et très nauséabond. Je dirais que à la fin de sa présidence, Donald Trump avait dit aux pays membres de l'OTAN, vous devez dépenser pour votre défense ce que vous avez promis de dépenser en devenant membre de l'OTAN. Vous ne le faites pas. Si vous continuez à ne pas le faire, cela signifie que vous vous comportez en passager clandestin de la défense américaine et ce n'est pas admissible. Et si vous continuez comme cela, les États-Unis pourraient s'en aller et vous laisser vous débrouiller tout seul. Et je dirais que la réponse très large, en France en particulier, mais dans d'autres pays aussi, a été de dire, ah, Donald Trump menace d'abandonner l'Europe, Donald Trump menace d'abandonner l'OTAN, c'est quelqu'un de dangereux. Mais la réponse n'a pas été oui, nous devrions dépenser davantage pour notre propre défense, nous devrions respecter le contrat que nous avons signé en devenant membre de l'OTAN. Il y a quelque chose de très bizarre en Europe actuellement. L'Europe est sous le parapluie de la défense américaine, mais il est extrêmement difficile d'obtenir dans les pays européens l'acceptation de dépenses supplémentaires pour que les pays européens aient des armées crédibles. Mais jusqu'à présent, la défense de l'Europe, c'est l'OTAN. C'est les forces de l'OTAN, c'est les États-Unis. Si les États-Unis n'étaient pas intervenus pour défendre l'Ukraine, l'Ukraine aurait été détruite et conquise totalement par les troupes criminelles de Vladimir Poutine et les Européens n'auraient strictement rien pu faire pour s'y opposer. Et les étapes suivantes pour Poutine, cela aurait pu être les pays baltes, cela aurait pu être la Pologne, cela aurait pu être un certain nombre de pays d'Europe centrale. Il importe de regarder les choses en face sur ce plan. Pour ce qui concerne l'Ukraine, je dirais qu'on a affaire à l'agression
d'un pays dont la démocratie est imparfaite, mais c'est un pays démocratique quand même. On n'arrête pas d'insister sur le fait que l'Ukraine est un pays où il y a de la corruption, mais il y a aussi de la corruption en Russie, et ça, on n'en parle pas beaucoup, et on n'en parle pas parce que peut-être la corruption en Russie, elle est partout, strictement partout. La corruption, elle est chez Poutine, la corruption, elle est chez les oligarques. En Ukraine, il y a de la corruption, mais vous avez un système démocratique dans lequel vous avez un président qui s'efforce de lutter contre la corruption. En tout cas, l'Ukraine a été agressée par un dictateur criminel qui considère que l'Ukraine n'existe pas, qui refuse l'avancée de l'Ukraine vers la démocratie, qui refuse la volonté du peuple ukrainien d'aller vers l'Europe et vers le monde occidental, et qui refuse donc que l'Ukraine se considère comme un pays européen et que l'Ukraine considère que sa défense doit passer par l'OTAN. C'est la réalité. Et Est-ce que donc, il y a un agresseur et un agressé, et ce discours-là est un discours qui ne passe pas chez certaines personnes en France qui refusent de voir qu'il y a un agresseur et un agressé. Tout à fait. Alors, vous avez justement souligné que, et vous avez écrit certains articles qui disaient que la défaite totale de la Russie est proche. La contre-offensive pour la libération de l'Ukraine a commencé. Au vu de ce qui s'est passé avec le coup d'État, vous disiez le coup d'État a presque eu lieu, la dictature poutinienne est fissurée. Quelle est la situation de la Russie actuellement et de l'Ukraine? Ben, je dirais que concrètement, si les États-Unis avaient réellement défendu l'Ukraine, ce qui se faisait sous Donald Trump, il n'y aurait pas eu de guerre. Donald Trump tenait un discours très clair vis-à-vis de Vladimir Poutine. Il lui disait, si vous attaquez l'Ukraine, vous allez avoir de très gros problèmes. Il a même évoqué le fait que les tours du Kremlin pourraient se trouver singulièrement abîmées un jour. Sous Donald Trump, Vladimir Poutine n'a pas attaqué l'Ukraine. Il a attaqué l'Ukraine avant Donald Trump, sous Barack Obama. C'est sous Barack Obama que Vladimir Poutine a pris la Crimée et s'est emparé d'une partie du Donbass. Sous Donald Trump, il n'a pas bougé. Face à Joe Biden, Vladimir Poutine a vu qu'il avait affaire à quelqu'un de faible, voire à quelqu'un qui pouvait se trouver en position de complicité. Et je dirais que si Joe Biden avait voulu que la Russie n'envahisse pas l'Ukraine, il n'aurait pas retiré le personnel de l'ambassade américaine de Kiev juste avant l'invasion. Il n'aurait pas retiré les soldats américains d'Ukraine qui étaient là pour entraîner l'armée ukrainienne. Et il n'aurait pas dit quelques jours avant le début de l'invasion une petite incursion de la Russie en Ukraine ne serait pas très grave. Dire cela à un dictateur qui envisage d'envahir un pays, c'est quelque chose qui est absolument inepte. Donc, je dirais que Joe Biden a une responsabilité dans l'invasion de l'Ukraine. Ensuite, Joe Biden a proposé au président ukrainien Volodymyr Zelensky de partir du pays plutôt que de rester, ce qui montre qu'il voulait entériner la prise de l'Ukraine par Vladimir Poutine. Vladimir Poutine a échoué à prendre Kiev. Volodymyr Zelensky est resté à Kiev pour défendre son pays et s'est comporté d'une manière courageuse et sans aucun doute héroïque. L'armée russe a très largement échoué et je dirais que la victoire de l'Ukraine aurait pu être une victoire rapide. S'il n'y a pas eu de victoire rapide et s'il y a une guerre qui se poursuit jusqu'en ce moment, c'est dans la mesure où, tout en disant qu'il défend l'Ukraine, Joe Biden a livré des armes à l'Ukraine avec parcimonie et avec retard. Je dirais que le gouvernement
ukrainien, Volodymyr Zelensky a demandé un certain nombre d'armes quasiment dès le départ. Il a demandé les armes américaines qui s'appellent les HIMARS dès le départ. Les HIMARS sont des armes qui permettent de tirer normalement à 300 km et qui permettent donc de repousser un envahisseur avec efficacité. Il a fallu plus de 3 mois pour que les États-Unis, sous Biden, envoient des HIMARS. Et les HIMARS envoyés ont été des HIMARS bridés qui peuvent tirer à 90-100 km, mais pas à 300 km. Il a fallu plus de 6 mois pour que les États-Unis envoient des systèmes de défense anti-missiles aériens Patriot à l'Ukraine. Pendant toute cette période, les villes ukrainiennes ont pu être bombardées, les centrales électriques ont pu être détruites. Les systèmes patriotes étaient disponibles, les États-Unis auraient pu les envoyer, ils ne les ont pas envoyés. Et je dirais que jusqu'à présent, l'Ukraine n'a pas les chars américains Abrams qu'elle demande depuis des mois. Jusqu'à présent, l'Ukraine n'a pas d'avions de chasse F-16 américains qu'elle demande depuis des mois. Jusqu'à présent, l'Ukraine n'a que des HIMARS bridés et l'Ukraine n'a pas des missiles très efficaces qui peuvent tirer à 300 km qui s'appellent les attaques MS. Et je dirais que les États-Unis refusent de fournir cela. Donc je dirais que la façon dont Joe Biden a aidé l'Ukraine est une façon qui a prolongé la guerre, une façon qui a empêché l'Ukraine d'obtenir une victoire décisive, une façon qui fait que des villes ukrainiennes ont été détruites, que des Ukrainiens ont été tués inutilement. Et je dirais que l'attitude de Joe Biden est étrange. On a l'impression qu'il veut ménager la chèvre et le chou. Il défend l'Ukraine, mais il ne lui donne pas les moyens de gagner d'une manière décisive. Et donc, il mène une forme de guerre d'usure contre Poutine, tout en laissant l'Ukraine se trouver détériorée, tout en laissant l'Ukraine se trouver détruite. Et je dirais que ce comportement me paraît nauséabond. C'est bien d'aider l'Ukraine, c'est très mal d'aider l'Ukraine en le faisant à moitié et en ne donnant pas les moyens à l'Ukraine de gagner d'une manière décisive. Je pense que Joe Biden voudrait sans doute une solution négociée et ce qui explique à mes yeux le fait qu'il voudrait une solution négociée, c'est que en parallèle, Joe Biden voulait absolument signer un contrat, signer un accord avec le régime des mollahs iraniens. Et pour obtenir une signature avec les mollahs iraniens, Joe Biden avait accepté, en désespoir de cause, si je puis dire, que ce soit le négociateur russe qui rédige l'accord final. Donc, je dirais que quand on demande cela aux négociateurs russes et qu'à côté on doit défendre l'Ukraine contre la Russie, on est un petit peu entre deux chaises et on n'est pas dans une position de fermeté absolue. Euh, la, L'administration Biden veut toujours signer un accord avec le régime iranien. Euh, Cela me paraît complètement inepte. Et donc, elle veut signer un accord avec le régime iranien tout en menant une guerre en fournissant des armes à l'Ukraine, tout en menant une guerre en fournissant des armes à l'Ukraine contre la Russie. C'est une situation complètement inepte et complètement absurde. Je tiens à l'expliquer parce que ça n'est jamais expliqué dans le contexte français. Dans le contexte français, on a d'une part des gens qui soutiennent l'Ukraine, c'est très bien de soutenir l'Ukraine, mais qui se refusent à énoncer toute critique vis-à-vis de Joe Biden et vis-à-vis de l'ambiguïté extrême du comportement américain. Et puis à côté de cela, il y a en France des gens qui sont des partisans du dictateur criminel russe et qui entérinent donc les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité commis par Vladimir Poutine. Et cette attitude me paraît honteuse et j'ai constaté en voyant l'existence de ces gens que le pétainisme n'était pas mort dans le contexte français.
Oui, vous avez écrit d'ailleurs un article, une étrange fascination pour Vladimir Poutine, mais on voit aussi qu'il y a Nicolas Sarkozy qui est devenu une sorte d'agent d'influence au service de Poutine. Comment expliquer que la plupart des partis de droite ont encore une sorte d'attirance vers les dictatures? Ben, je dirais il y a beaucoup d'anti-américanisme dans la droite française et je dirais que cela me paraît être très largement l'héritage du gaullisme. Il ne faut pas oublier que De Gaulle n'est pas vraiment la statue du commandeur à laquelle on peut se référer sans cesse. Je dirais que De Gaulle a voulu effectivement la libération de la France. De Gaulle a pris en main la résistance, mais en prenant en main la résistance, De Gaulle s'est appuyé sur les communistes contre la résistance de droite en France. Et De Gaulle, à la fin de la guerre, s'est situé dans une position de relative alliance avec Joseph Staline, de façon à éviter que la France soit occupée par les États-Unis et administrée par les États-Unis. Je dirais que l'optique américaine en 1944-1945 consistait à considérer que la France avait un gouvernement légal, qui était le gouvernement de Pétain. Pétain avait reçu les pleins pouvoirs du dernier parlement du Front populaire. Et donc, Pétain était le gouvernement légal de la France et Pétain avait collaboré. Donc, les États-Unis considéraient que la France avait été fondamentalement collaborationniste et que la France devait être restructurée comme l'ont été après la guerre les autres pays collaborationnistes. Ce discours-là ne convenait pas à De Gaulle et De Gaulle, pour s'opposer aux États-Unis, s'est appuyé sur les communistes et sur Joseph Staline. Et la France, effectivement, n'a pas été restructurée par les États-Unis. La France a été restructurée par les gaullistes et par les communistes. On oublie que Maurice Thorez, qui dirigeait le Parti communiste avant la Deuxième Guerre mondiale, avait décidé de collaborer et avait fui à Moscou. Il avait été condamné à mort par contumace par le dernier gouvernement du Front populaire avant que les pleins pouvoirs soient votés au maréchal Pétain. Et c'est De Gaulle qui l'a gracié et qui l'a fait revenir en France en lui donnant le titre de ministre d'État et en lui confiant la création de l'ENA, l'École nationale d'administration. Et si on veut comprendre les problèmes de la France actuellement, il ne faut pas oublier que l'École nationale d'administration a été créée sous la direction du principal dirigeant du Parti communiste français à l'époque. Voilà, ça c'est l'héritage de De Gaulle. Alors justement, il y a Stéphane Courtois, que je vais bientôt inviter dans mon émission, a écrit le livre noir du communisme. Il a écrit un livre sur Lénine et il vient de sortir un livre sur le livre noir de Poutine. Donc on va parler de ça, mais il a aussi écrit beaucoup sur le pacte germano-soviétique. Et vous avez raison de souligner que pendant plus de 2 ans, les communistes sont associés avec les nazis. Et ça, on a du mal à regarder ça en face. Oui, tout à fait, tout à fait. Le Parti communiste n'est entré dans la résistance qu'à partir du moment où le pacte germano-soviétique a été cassé et à partir du moment où Hitler a attaqué l'Union soviétique. Avant cela, le Parti communiste avait des positions collaborationnistes conformes aux positions de l'Union soviétique. Et donc, de facto, le général de Gaulle a accepté de gouverner avec les communistes dans l'immédiate après-guerre, et donc il a accepté de gouverner avec un parti qui était inféodé à l'Union soviétique de Joseph Staline et un parti qui avait été un parti collaborationniste. C'est une réalité qu'on occulte très largement en France, mais c'est une réalité. Et je dirais que De Gaulle a été imprégné d'un
anti-américanisme très profond. Et je dirais que cet anti-américanisme continue à être très présent au sein de la droite française. La droite française pro-américaine, pourrais-je dire, a été très longtemps qualifiée d'atlantiste, entre guillemets, dans le contexte français. Et donc, la droite française a eu une tendance pendant très longtemps à regarder plutôt du côté de Moscou que du côté de Washington. D'ailleurs, quand le général de Gaulle disait qu'il voulait d'une Europe de l'Atlantique à l'Oural, il disait cela à une époque où l'Oural était en Union soviétique. Donc, il voulait une Europe qui avait des sympathies pour l'Union soviétique, puisque l'Oural était en Union soviétique. Si vous voulez une Europe de l'Atlantique à l'Oural, ça veut dire que vous regardez à l'Est, ça veut dire que vous ne regardez pas à l'Ouest, au-delà de l'Atlantique. Et d'ailleurs, De Gaulle a accepté que les États-Unis aident la France à se relever, à manger, à reconstruire ses voies de chemin de fer grâce au plan Marshall. Ça, il a accepté. Il a accepté dans ce cadre et dans ces conditions que la France soit membre de l'OTAN et qu'il y ait des bases américaines en France. Mais dès qu'il en a eu l'occasion, il a demandé aux États-Unis de partir et il a fait sortir la France de l'OTAN à un moment où on était en pleine guerre froide, donc à un moment où on était en pleine confrontation avec l'Union soviétique qui menaçait l'Europe occidentale. Donc le comportement du général de Gaulle était très, très ambigu. Je pourrais aussi parler de son comportement en Algérie. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur le général de Gaulle. D'accord. Alors, on va parler aussi des États-Unis, parce que là aussi, vous avez une analyse assez critique et vous trouvez que les États-Unis sont au bord du précipice. Alors, on va voir si ça tient de la politique d'Obama, enfin une prise en main de la politique américaine. Vous avez écrit plusieurs livres sur Obama. Et sur Trump, bien sûr, aussi, que l'on peut trouver en ligne. Vous avez aussi les États-Unis d'Amérique ne sont pas morts, ils peuvent encore se relever, mais il y a vraiment un problème d'information des médias européens et en particulier français sur la réalité américaine. Comment expliquer, est-ce que ce que vous venez d'expliquer, c'est-à-dire cet anti-américanisme, anti-atlantisme qu'on a traditionnellement en France depuis l'époque de Gaulle, est-ce que ça expliquerait pourquoi les médias n'informent pas correctement, et même au Québec et au Canada, hein, quand on entend les experts, soi-disant, de l'UQAM ou d'autres chaires d'endurance, on a des difficultés à comprendre la façon dont ils regardent et connaissent l'Amérique, quoi. Oui, tout à fait, tout à fait. Je dirais que c'est assez simple. Je dirais que quand les États-Unis ont un président de gauche qui affaiblit les États-Unis, les grands médias européens sont enthousiastes. Je pense que c'est la même chose pour les médias canadiens. Et ils trouvent le président qui est en place génial. Ils trouvent que ce qu'il fait est bien. C'est ainsi que lorsque Jimmy Carter a été président, par exemple, les Européens trouvaient que c'était vraiment un très, très, très bon président, les Français en particulier. Et donc le fait que Jimmy Carter ait été catastrophique sur de multiples points, le fait que ce soit à cause de la politique de Jimmy Carter que l'Iran a basculé dans la direction qui a donné le régime islamiste des mollahs, cela c'est quelque chose qu'on accepte d'une certaine manière. On ne dit pas que c'est à cause de Carter que ça s'est produit. Enfin, il faut dire que Valéry Giscard d'Estaing, en France, était complice de Carter dans cette sinistre affaire. On ne rappelle pas que sous Jimmy Carter, il y a eu l'invasion de l'Afghanistan par l'Union soviétique et que l'Union soviétique a avancé sur les 5 continents sous la présidence Carter et que la présidence Carter a marqué la plus grande avancée de l'Union soviétique sur la surface de la planète
depuis la période 1945-1950. Jimmy Carter a été un président absolument catastrophique. Cela doit être dit, mais c'est un président qui a beaucoup plu dans le contexte européen. Ensuite, vous avez eu Ronald Reagan. Ronald Reagan a été l'un des plus grands présidents de l'histoire des États-Unis. Ronald Reagan a redressé l'économie américaine que Jimmy Carter avait très très largement détériorée. Ronald Reagan a adopté une position par rapport à la guerre froide qui a fait que les États-Unis ont gagné la guerre froide et cela a conduit à l'effondrement de l'Empire soviétique. Mais dans le contexte français, on continue à considérer que Ronald Reagan était un acteur de série B, un abruti, un idiot. On ne donne aucun crédit à Ronald Reagan. Ça, c'est ce que je viens de dire, c'est continu ensuite. On a beaucoup apprécié Bill Clinton, sans voir que Bill Clinton est quelqu'un qui ne voyait pas la montée de l'islam radical dans le monde musulman et ne voyait pas la montée des dangers dans multiples points de la planète. Ces dangers ont débouché sur ce qui s'est passé sous la présidence de George Walker Bush. Et après les attentats du 11 septembre, qui ont été des attentats extrêmement graves, 11 septembre 2001, il y a eu un tout petit moment où en Europe et en France en particulier, on a entendu des discours disant nous sommes tous américains, mais très rapidement, l'anti-américanisme est monté en puissance et George Walker Bush a été traité comme s'il était la réincarnation de Lucifer, de Hitler et de Staline réunis. Et je dirais que cela a été absolument lamentable. Le président français de l'époque, Jacques Chirac, était très corrompu et avait des liens extrêmement douteux avec Saddam Hussein. Et donc en France, on a eu la ligne, il faut sauver le dictateur criminel irakien. Ça a été à peu près cela. Ça n'a pas été dit dans ces termes, c'était beaucoup plus hypocrite, mais c'était cela la ligne politique. Quand Barack Obama est arrivé au pouvoir, cela a été l'extase dans le contexte européen et en France en particulier. On apparaît Barack Obama de toutes les qualités et je dirais que rien n'a été dit de ce qu'était réellement Barack Obama. Rien n'a été dit jusqu'à ce jour en France, en dehors de mes propres livres, sur les dégâts immenses que Barack Obama a infligés aux États-Unis et sur les dégâts immenses qu'il a infligés à la stature des États-Unis sur la surface de la planète. Et les dégâts qu'il a infligés à la stature des États-Unis sur la surface de la planète sont des dégâts qui ont été infligés en fait à ce que l'on appelait au moment de la guerre froide le monde libre, donc des dégâts infligés à la liberté sur Terre. Et je dirais que Donald Trump a tout fait pour redresser les choses, pour remédier aux dégâts infligés pendant les 2 mandats de Barack Obama, mais immédiatement, Donald Trump a été traîné dans la boue d'une manière absolument sordide. Rien de ce qu'il a accompli n'a été reconnu comme positif et on l'a dépeint comme un monstre absolument hideux, ce qui ne correspond pas du tout à la réalité de ce qu'est Donald Trump. Et je Comment expliquer, parce que là vous avez écrit plusieurs textes, là aussi, Trump face au totalitaire, l'inculpation de Trump, les États-Unis sont-ils bientôt une dictature gauchiste? Cet acharnement, c'est quand même exceptionnel dans l'histoire américaine, bon, qui est quand même jeune, 250, 300 ans maximum, mais la plupart des analystes ou des journalistes qui s'expriment, je parle des journalistes traditionnels qui sortent des écoles de journalisme ou qui sont dans des médias subventionnés, je ne vois aucune critique sur le fait qu'il y a un président démocratiquement élu qui a passé 4 ans au pouvoir et qui n'a pu avoir un 2e mandat. Comment expliquer cet acharnement
Est-ce qu'il y a des influences extérieures aux États-Unis ou ça vient vraiment de l'ère Obama qui contrôle encore la famille Biden et Clinton, qui sont des familles corrompues? Est-ce que ou alors une combinaison des deux? Donc, je dirais que dans l'un de mes derniers livres, j'explique quelque chose qui a été appelé par un essayiste américain la longue marche. La gauche américaine communiste, il y avait une gauche communiste aux États-Unis, a voulu prendre le pouvoir au début des années 1950. Ça n'a pas marché. Il y a eu ce qu'on appelle en France, parce qu'en France, on a plutôt des sympathies pour les communistes, il y a eu ce qu'on a appelé la chasse aux sorcières, c'est comme ça qu'on appelle les choses en France. Le Parti communiste a échoué. Bon. En 1960, d'anciens communistes et divers gauchistes ont créé ce qu'ils ont appelé la Nouvelle Gauche. Et la Nouvelle Gauche s'est donné pour but de prendre le pouvoir aux États-Unis. Cette Nouvelle Gauche s'est inspirée des thèses d'Antonio Gramsci, un communiste italien des années 1930, et a dit pour prendre le pouvoir, il faut que nous procédions à un travail d'infiltration. Nous infiltrions l'école, les universités d'abord, et ensuite par un effet de ruissellement, les gens qui sortiront des universités vont se retrouver dans la presse, ils vont devenir journalistes, ils vont se retrouver dans les entreprises, ils pourront devenir entrepreneurs, ils vont se retrouver aussi dans la politique. Et donc, je dirais que la transformation des États-Unis a été le résultat de cela. La gauche américaine n'était pas, dans les années 1960, encore infiltrée à ce degré. Et je dirais qu'elle est devenue vraiment infiltrée à partir des années 1990. Et je dirais que le résultat de cette infiltration, c'est l'arrivée au pouvoir de Barack Obama, qui vient de l'extrême gauche, qui vient de la formation par la nouvelle gauche. Et donc, Barack Obama, Ouais, et donc maintenant, le Parti démocrate est un parti d'extrême gauche qui se donne pour but la destruction des États-Unis tels qu'ils ont été et leur transformation en un pays radicalement différent. Et vous je avez vu dirais que le ça film, continue sous Joe Biden. est-ce que vous avez vu le film Oppenheimer qui vient de sortir, où justement on parle justement de cette chasse aux communistes dans le Oui, oui, film? tout à fait. Tout à fait. Et je dirais que ce film, d'ailleurs, présente Oppenheimer comme un peu une victime de cela. Je dirais que Oppenheimer avait comme beaucoup de liens avec des gens du Parti communiste et je dirais qu'il n'a pas de responsabilité directe dans la transmission des secrets de l'arme atomique à l'Union soviétique, mais je dirais qu'il y avait des gens dans son entourage qu'il a accepté, qui eux ont transmis les secrets de l'arme atomique à l'Union soviétique, avec toutes les conséquences qui ont découlé. Bon, donc ce film me paraît exonérer un peu trop Oppenheimer. Disons les Alors choses telles qu'elles sont. bon, les élections américaines s'en viennent. Comment vous croyez, enfin, parce que beaucoup d'analyses disent que plus il est attaqué, plus il a du succès. Quelle est la situation de Trump actuellement dans les sondages et pensez-vous que il a une chance d'aller au bout ou au contraire, ils vont faire tout pour l'arrêter et peut-être même l'emprisonner? Ben, je dirais que pour comprendre la situation, il faut voir qu'avec l'arrivée au pouvoir de Barack Obama, la nouvelle gauche américaine, qui est donc une extrême gauche, pensait avoir gagné et pensait qu'elle allait prendre en main tous les rouages de la société américaine. Et c'était bien parti. Hillary Clinton devait continuer et Donald Trump s'est présenté à l'élection présidentielle. Au départ, ils l'ont traité comme quelqu'un de pas sérieux et il a été élu et il a commencé à remédier aux effets de la nouvelle gauche sur la société américaine. Et donc, il est devenu l'ennemi absolu pour la gauche américaine. Il est devenu l'homme qu'il faut absolument détruire. Et je dirais que pendant toute sa présidence, d'ailleurs, tout a été fait par la gauche américaine pour le diaboliser, l'insulter, le diffamer, le détruire, le déstabiliser. J'ai écrit des livres qui expliquent cela d'une manière très très détaillée, mais cela a été absolument répugnant et monstrueux. Ils pensaient être parvenus à leur fin
avec l'élection de novembre 2020, qui a été une élection complètement biaisée. On ne peut pas dire que Joe Biden a gagné l'élection impeccablement, c'est totalement faux. Donc il pensait à ce moment-là être débarrassé de Donald Trump. Il y a eu un grand mouvement qui s'est levé dans la population américaine parce que beaucoup de gens aux États-Unis ont compris que l'élection avait été volée à Donald Trump. Ce mouvement s'est appelé Stop the Steal. Ce mouvement, ils ont réussi à le casser le 6 janvier 2021. Et je dirais que ce qui s'est passé le 6 janvier 2021 a été un piège monstrueux mis en place par les démocrates pour présenter en gros les gens qui contestaient le résultat de l'élection comme des gens très dangereux, des terroristes intérieurs, et pour présenter Donald Trump comme le chef des terroristes intérieurs. Ils pensaient que Donald Trump ne se relèverait pas. Donald Trump s'est relevé. Il est candidat à l'élection présidentielle. Et je dirais que la gauche américaine considère que Donald Trump est un danger absolu pour elle. Et elle veut absolument se donner les moyens de détruire Donald Trump de façon à ce qu'il ne redevienne pas président. C'est cela la réalité. C'est cela qui explique la série de 4 inculpations qui ont été prononcées contre lui. Aucune de ces inculpations ne tient debout. Toutes ces inculpations sont des inculpations qui reposent sur des viols des lois américaines. Ces inculpations sont dignes de ce que l'on mettait en place à l'époque des procès de Moscou sous Joseph Staline. Il y a une volonté de type totalitaire d'éliminer Donald Trump de la course à la présidence des États-Unis parce que les démocrates, parce que la gauche américaine sait que si Donald Trump revient au pouvoir, il parachèvera ce qu'il a fait imparfaitement. Il n'a pas réussi à aller jusqu'au bout sous son premier mandat et ce sera très mauvais pour elle. Depuis 1960, elle a tout fait pour avoir quasiment tous les pouvoirs aux États-Unis. Une réélection de Donald Trump signifierait pour elle la perte de l'essentiel de ce qu'elle a accompli en plusieurs décennies. Donc elle est prête à tout pour que Donald Trump ne revienne pas à la Maison-Blanche, strictement à tout. Elle peut compter sur les grands médias américains qui désinforment à dose intensive et hélas, elle peut compter sur l'essentiel des grands médias européens qui reprennent, comme s'il s'agissait de paroles d'évangile, toute la désinformation qui circule dans les grands médias américains et toute la désinformation qui émane du discours du Parti démocrate. Et en supplément de cela, je dirais que non seulement dans les médias européens, on reprend tout ce qu'il y a dans les médias américains et donc on traite Donald Trump d'une manière absolument ignoble et on pratique la désinformation à dose extrêmement intensive, mais on ne dit quasiment rien, voire strictement rien, sur le fait que Joe Biden est totalement sénile, que ce n'est pas lui qui gouverne, et sur le fait que Joe Biden est le président le plus corrompu de l'histoire des États-Unis. C'est absolument scandaleux de voir cela. Alors, je voulais conclure cette entrevue. Je rappelle que nous sommes avec Guy Millière, qui est un spécialiste de la vie américaine. Il a écrit son dernier livre récemment sur Après la démocratie. Je voulais revenir sur quelques mots sur la démocratie israélienne menacée par la gauche. Que pouvez-vous, en quelques mots, expliquer la réforme de la Cour suprême, qui semble être un peu le même problème que vous avez expliqué avec Gramsci aux États-Unis. On sent qu'il y a aussi une volonté de la gauche ou de l'extrême gauche de prendre le pouvoir aussi d'une façon non démocratique et de contester un Premier ministre élu qui veut justement rendre, disons, la séparation des pouvoirs réelle avec la Cour suprême. Oui, tout à fait. Je dirais que pour comprendre ce qui se passe en Israël, il faut voir qu'en Israël, la gauche a été non pas majoritaire, mais hégémonique politiquement pendant toutes les premières années de l'existence d'Israël. Je dirais que cette hégémonie a été brisée par l'arrivée au pouvoir de Menahem Begin.
Et depuis l'arrivée au pouvoir de Menahem Begin, le pouvoir de la gauche s'est très largement érodé en Israël. Et ce pouvoir de la gauche s'est érodé encore bien plus après les accords d'Oslo qui ont été voulus par la gauche et qui étaient censés mettre en place un processus de paix qui n'a pas été du tout un processus de paix. Les accords d'Oslo ont fait partie pour le terrorisme palestinien d'un processus de guerre. Et après les accords d'Oslo, vous avez eu une recrudescence immense des attentats ignobles en Israël. Donc la gauche israélienne est très largement discréditée, elle est largement écartée du pouvoir. Les Israéliens sont un peuple lucide, les Israéliens sont un peuple qui sait qu'il n'y a rien à attendre de l'autorité palestinienne, qui est un ramassis de terroristes corrompus. Elle sait parfaitement ce qu'est la situation d'Israël. Donc, que reste-t-il dans ces conditions à la gauche pour espérer avoir du pouvoir? Il lui reste ce qui a été décidé à la Cour suprême israélienne. La Cour suprême israélienne est censée être une Cour suprême, comme il y a une Cour suprême aux États-Unis. Et il y a maintenant une trentaine d'années, un, le chef de la Cour suprême israélienne, qui s'appelait Aaron Barak à l'époque, est quelqu'un qui a donné, comme cela, des pouvoirs supplémentaires à la Cour suprême israélienne. La Cour suprême israélienne s'est autorisée, depuis cette époque-là, à outrepasser ses pouvoirs, à empiéter sur les pouvoirs exécutifs et législatifs. Et je dirais qu'à partir de ce moment-là, la Cour suprême a cessé d'être une Cour suprême. La Cour suprême a eu une tendance à monopoliser les pouvoirs, à chercher à monopoliser les pouvoirs. Je dirais qu'à chaque fois que vous aviez un gouvernement de droite, et c'est très fréquent puisqu'Israël a glissé vers la droite, la Cour suprême a tout fait pour paralyser une multitude d'actions de ces gouvernements. Donc, dans ces conditions, il y a longtemps que la droite israélienne veut simplement remettre la Cour suprême israélienne à sa place de Cour suprême en lui disant vous devez effectivement être gardienne des droits et de la constitutionnalité des lois. Il n'y a pas de constitution en Israël, mais il y a des lois fondamentales. Donc, vous êtes gardienne des lois fondamentales, vous êtes gardienne du droit, mais vous ne devez pas aller au-delà de cela. Et je dirais que l'une des décisions qui a été prise récemment a été une décision essentielle prise par le gouvernement Netanyahou. Elle a exclu des pouvoirs de la Cour suprême la possibilité qu'elle utilise ce qui s'appelle la clause de raisonnabilité. C'est-à-dire que la Cour suprême israélienne peut dire pouvait dire jusque-là, cette décision n'est pas raisonnable, ou nommer cette personne à ce poste n'est pas raisonnable. Bon, raisonner de cette façon-là, ça ouvre la porte à tout et à n'importe quoi. La notion de raisonnabilité n'est pas une notion juridique, et dès lors qu'on donne à un juge la possibilité de dire, vous pouvez faire cela, mais ça n'est c'est raisonnable. Vous ne pouvez pas faire cela, ce n'est pas raisonnable. On rentre dans le domaine de l'arbitraire. Donc je dirais que concrètement, ce qui se passe en Israël depuis des mois est un conflit entre un gouvernement qui veut qu'Israël soit pleinement et entièrement un État de droit comme les États de droit du monde occidental, avec une Cour suprême qui existe, mais qui soit à sa place de Cour suprême, et une gauche qui veut que la Cour suprême puisse continuer à outrepasser ses droits, violer sa fonction et être quasiment toute puissante. Et je dirais que c'est cela le conflit qui existe actuellement en Israël. Et je dirais que bien sûr, la Cour suprême a l'appui d'une gauche qui sait qu'elle est minoritaire, qui sait qu'elle ne peut pas gagner sur un mode démocratique et qui est prête à faire quasiment un coup d'État contre le gouvernement démocratiquement
élu d'Israël. Malheureusement, la façon dont les choses sont présentées dans l'essentiel des médias occidentaux est très différente. Dans les médias occidentaux, on peut avoir l'impression, en lisant les articles, en écoutant les reportages, que c'est Binyamin Netanyahou et son gouvernement qui sont une menace pour la démocratie et pas du tout la Cour suprême. C'est totalement inexact. C'est de la désinformation. Bien, on va conclure là-dessus. Merci beaucoup pour cet éclairage. Je rappelle que nous étions avec Guy Millière, qui a écrit plusieurs livres sur Bush, sur Obama. Il y a 2-3 livres sur Obama, 2-3 livres sur Trump. Et le dernier en date, Après la démocratie, que je vous conseille de lire. Et il va bientôt sortir un livre sur la France. Voilà, on l'invitera à ce moment-là quand il sortira. Merci beaucoup pour votre attention. Merci Guy Millière. Et à une prochaine émission.